Bonjour, chers élèves. Comme prévu, on commence notre troisième séance de soutien pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de préparation à l'examen national. Dans cette séance, on va faire la correction de l'examen national de l'année 2016. Option sciences économiques, euh, normalement sciences économiques, voilà. Donc la matière, c'est l'économie générale et statistique. Donc, euh, donc on commence par le premier document, le secteur avicole menacé par la surproduction. Donc, ce document, il porte sur le secteur avicole au Maroc. Donc, au Maroc, en 2014, le secteur avicole, viande de volaille et œufs, a connu une baisse de son chiffre d'affaires, passant de près de 30 milliards de dirhams en 2013 à 28 milliards de dirhams en 2014. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante. C'est-à-dire là, l'offre est supérieure à la demande, entraînant la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement 7% et 16%. Donc, la consommation annuelle de viande de volaille par individu est passée de 2,3 kg dans les années 70 à près de 17 kg en 2014. Toutefois, elle demeure faible par rapport à d'autres pays comme la France, 23 kg par personne. L'Arabie saoudite, 40,7 kg par personne. Ou l'Espagne, 27 kg par personne. Pour ce qui est des œufs, la consommation annuelle par habitant au Maroc est passée de 70 œufs en 1995 et 168 œufs en 2014. On passe aux questions, au travail à faire. Donc, on commence par l'annexe numéro 1. Complétez l'annexe numéro 1, page 6. Donc, voilà. Donc, pour l'annexe, on a la question qui se pose, c'est de répondre par vrai ou faux sur les propositions. Donc, on commence par la première proposition. La transparence sur le marché désigne l'absence de barrières à l'entrée du marché. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, comme vous savez, normalement, la transparence sur le marché, normalement, c'est quoi la transparence? C'est-à-dire que les individus, ils doivent avoir toutes les informations sur le marché. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on doit avoir une transparence sur les informations sur un marché ou bien la disponibilité des informations. Donc là, la réponse, c'est faux. D'accord? Donc, pour le marché monétaire, normalement, normalement, le marché monétaire est un marché de capitaux à long terme. Voilà la deuxième proposition. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, comme vous savez, pour le marché monétaire, c'est un compartiment des marchés des capitaux. D'accord? Donc, comme vous savez, le marché des capitaux, il se compose de deux compartiments, le marché monétaire et le marché financier. Quelle est la différence entre ces deux compartiments? C'est que normalement, le marché monétaire est à court terme, est un marché de capitaux à court terme, et le marché financier, c'est un marché de capitaux à long terme. Donc, la réponse là est faux. D'accord? Et comme vous savez, rappelons, le marché monétaire, il se compose de deux compartiments. Le marché interbancaire,
c'est-à-dire le marché dont l'objet de l'échange, c'est la liquidité, c'est-à-dire le capitaux. Il se compose bien sûr par la banque centrale et les banques commerciales. Et le marché des titres de créances négociables, c'est le deuxième compartiment du marché monétaire. Donc la réponse, c'est faux pour la deuxième proposition. Pour la troisième proposition, le certificat de dépôt est un titre émis par les entreprises. Donc, pour les certificats de dépôt, normalement, comme vous savez, ce sont des titres, normalement, ou bien un titre émis par les banques. D'accord? Donc, la réponse, c'est faux. Maintenant, pour la quatrième proposition, donc, pour que vous voyez les réponses. Donc, pour la quatrième proposition, Keynes explique le chômage par la hausse du coût du travail. Donc, rappelons la théorie ou bien l'approche théorique des keynésiens sur le chômage ou bien sur les causes du chômage. Donc, pour les keynésiens, le chômage est dû normalement à l'insuffisance de la demande des biens et des services. Comme vous savez, normalement, les keynésiens, pour Keynes, il met l'accent sur la demande effective. Donc, ça veut dire la baisse des salaires nominaux ne réduit pas le taux de chômage. Donc, normalement, la baisse des salaires n'est pas souhaitable car elle va réduire la demande. D'accord? Donc, en général, on peut dire que la flexibilité des salaires ne peut pas réduire le chômage. C'est la demande effective qui peut stimuler l'activité économique et donner la création d'emplois. Donc, c'est la demande effective donc, le chômage ou bien Keynes explique le chômage par la diminution ou bien par la baisse de la demande effective. Donc, c'est faux. Maintenant, pour l'inflation. Pour l'inflation, l'inflation sous-jacente exclut du calcul les prix des produits subventionnés et volatiles. Donc, c'est vrai. Pour les monétaristes, l'inflation est d'origine monétaire. Ça veut dire, donc, la réponse, bien sûr, est vraie. Pourquoi? Normalement, pour les monétaristes, l'augmentation de la masse monétaire ou bien de la quantité de monnaie en circulation, il crée normalement des tensions inflationnistes. Là, en ce qui concerne le premier annexe. Passons à la deuxième question. La deuxième question, petite a, caractériser le marché selon ses composantes. Une caractéristique par composante. D'accord? Donc, pour les caractéristiques du marché, bien sûr, quelles sont les composantes du marché? Ce sont l'offre, la demande et le prix. D'accord? Donc, pour les composantes, pour l'offre, donc, on va relever une caractéristique du marché de l'offre. Donc, voilà. Donc, suite au document, pour l'offre, on a bien sûr, on a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, une offre abondante. D'accord? Donc, on peut soit choisir cette caractéristique, c'est-à-dire une offre abondante, ou bien on a d'autres caractéristiques, une forte augmentation de production en 2014 par rapport à 2013, 9%, soit 9%, ou bien pour la viande de poulet, et 11%, donc 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. D'accord? Maintenant, pour la caractéristique de la demande. Donc, pour la demande, on peut dire soit on a trois caractéristiques au niveau de ce document. La première caractéristique, soit on peut dire la consommation annuelle. Donc, la consommation annuelle de viande de volaille par individu est passée de 2,3 kg dans les années 70
après de 17 kilogrammes en 2014 et de 60 œufs en 1995 à 168 œufs en 2014. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate une augmentation de la demande. D'accord? Maintenant, ou bien on peut dire bien sûr une autre caractéristique, c'est la consommation annuelle de viande de volaille par individu demeure faible par rapport à d'autres pays. D'accord? Donc, notre demande nationale, elle est faible par rapport à d'autres pays. Bien sûr, là, on a fait bien sûr la comparaison avec la France, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, etc. Maintenant, ou bien la troisième caractéristique, on peut dire on a une demande insuffisante. Voilà, revenons au document. Au niveau du premier paragraphe, cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante. D'accord? Entraînant la chute des prix de vente du poulet et des œufs, respectivement 7% et 16%. Donc, c'est ça la caractéristique du prix. D'accord? Donc, les prix ont baissé. Donc, on constate la chute des prix de vente de poulet et des œufs, respectivement 7% et 16%. D'accord? Donc, pour la dernière question, pour le premier document, montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Donc, rappelons la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi? Normalement, cette loi stipule que lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. D'accord? Et lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. D'accord? C'est ça la loi de l'offre et de la demande. On va voir est-ce que cette loi est vérifiée pour ce marché. D'accord? Sur ce marché. Donc, la loi de l'offre et de la demande, revenons au document, on a cette surproduction à créer un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'offre supérieure à la demande, entraînant, c'est-à-dire ce déséquilibre, il a entraîné la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7% à 16% et 16%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la loi, bien sûr, là, on constate que l'offre est supérieure à la demande. Ce déséquilibre a entraîné la chute des prix. D'accord? Donc, la loi de l'offre et de la demande est vérifiée puisque la baisse des prix résulte d'un excès de l'offre par rapport à la demande. D'accord? Donc, ça en ce qui concerne le premier document. Passons au deuxième document qui porte sur le chômage au Maroc. Une faible corrélation avec la croissance économique. Donc, la croissance est souvent donnée comme le seul moteur pour la création d'emplois. Cela n'est pas toujours valable, surtout pour le Maroc. Même si le pays a enregistré des taux de croissance acceptables, la création d'emplois ne suit pas. D'accord? Ainsi, durant les 5 dernières années, la création d'emplois a sensiblement diminué par rapport à la décennie 2010, entre 2000 et 2010. Et ce, malgré le lancement d'un certain nombre de plans sectoriels dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme. Donc, en effet, durant l'année 2015, le marché du travail n'a créé que 41 000 emplois nets, avec un taux de croissance économique en 2015 plus important que celui de 2014. Donc, on constate que une faible création d'emplois malgré l'augmentation du taux de croissance économique. Le taux de chômage n'a que légèrement baissé
la conversion de création de richesse en emploi reste très faible. En conséquence, pour une population active de 11 millions de personnes en 2015, un taux de chômage de 9,7% contre 9,9% en 2014 ne peut que susciter l'inquiétude des jeunes de moins de 25 ans et des diplômés qui souffrent des taux de chômage quasi stables et très élevés, soit respectivement 20,8% et 17,3%. Donc, faire baisser le chômage est encore loin des objectifs tracés. On a bien sûr ce graphique qui illustre le taux de chômage et le taux de croissance économique au Maroc pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Donc, ce graphique, normalement, illustre la corrélation entre le taux de chômage et le taux de croissance économique. Donc, passons travail demandé ou bien travail à faire. Commençons par la première question. Donc, pour la première question, lisez la donnée en gras souligné. Donc, revenons à la donnée, c'est 20,8%. Donc, normalement, revenons au document. Voilà, en conséquence, pour une population active de 11,8 millions de personnes en 2015, le taux de chômage de 9,7% contre 9,9% en 2014 ne peut que susciter l'inquiétude des jeunes de moins de 25 ans et des diplômés qui souffrent du taux de chômage quasi stable et très élevé, soit respectivement 20%, 20,8% et 17,3%. Donc, normalement, 20%, c'est le taux de chômage, d'accord? Donc, comment peut-on interpréter ce chiffre ou bien ce chiffre, ce pourcentage? Donc, au Maroc, en 2015, 20,8% de la population active des jeunes âgés de 15 ans à 24 ans, d'accord? Parce qu'on a dit les jeunes de moins de 25 ans, d'accord? De 15 ans à 24 ans ou de moins de 25 ans est en chômage. Donc, cette population, donc 20,8% de la population active des jeunes âgés de 15 à 24 ans est en chômage. D'accord? Maintenant, pour la deuxième question, calculer le nombre de chômeurs pour l'année 2015, c'est-à-dire le nombre de la population en chômage. Donc, on sait déjà que le taux de chômage est égal à la population en chômage sur la population active. Le rapport entre la population en chômage et la population active fois 100. Donc, on a déjà le taux de chômage en 2015 est égal à 9,7%, d'accord? Pour la population active est égal normalement à 11 millions,8 personnes, d'accord? Donc, la population active ou bien la population en chômage ou bien le nombre de chômeurs est égal à 9,7 sur 11,8, c'est-à-dire millions de personnes, fois 100. D'accord? Donc, la population au chômage ou bien le nombre de chômeurs est égal à 1,144,600 personnes. D'accord? Qui sont en chômage. Maintenant, pour la troisième question, préciser une cause explicative du chômage élevé chez les jeunes diplômés. Donc, on peut dire que on a bien sûr plusieurs causes au niveau du document. Donc, on peut dire soit le chômage des jeunes diplômés s'explique principalement par soit par l'inadéquation entre les formations
et les besoins du marché du travail, d'accord? Ou bien, donc ça c'est une cause parmi d'autres, ou bien la faible croissance de l'économie marocaine, c'est-à-dire la croissance de l'économie marocaine reste toujours faible pour qu'elle puisse créer plus de postes d'emploi. Ou bien une croissance économique, on peut dire que cela revient à une croissance économique non génératrice d'emplois qualifiés suffisants. Donc, on a une croissance économique qui est faible, qui normalement reste avec même un taux de croissance élevé, la création de richesses ou bien en emploi reste bien sûr très faible. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, pour la quatrième question, expliquez en illustrant le titre de document à la base du graphique. Donc, revenons, on va expliquer, d'accord? On va expliquer le titre du document et on va illustrer cette explication sur la base de ce graphique, d'accord? Revenons au titre. Donc, le chômage au Maroc, faible corrélation avec la croissance économique. Donc, comment peut-on expliquer ce titre? Donc, même dans les années de croissance économique élevée, d'accord, le taux de chômage reste presque stable et ne diminue pas suffisamment à cause de la faible création d'emplois. Ça veut dire, يعني واخا كيكون عندنا le taux de croissance طالع ما كان le taux de chômage ما كيهبطش عندنا بزاف او لا presque كيبقى لينا stable. D'accord? Donc, pour illustrer normalement cette explication, on peut dire soit le taux de chômage a augmenté en 2013, donc le graphique, on peut dire soit le taux de chômage a augmenté en 2013 par rapport à 2012, alors que la croissance économique s'est améliorée en passant de 3% à 4,7%. يعني هنايا واخا normalement le taux de croissance طلع لينا ما بين 2012 و 2013 le taux de chômage زاد طلع d'accord normalement خاص يهبط لينا le taux de chômage d'accord oui il y a une question l'explication d'accord donc voilà l'explication. Même dans les années de croissance économique élevée, le taux de chômage reste presque stable et ne diminue pas suffisamment à cause de la faible création d'emplois. Donc, يعني واخا كيطلع لنا le taux de croissance économique, كنلقاو بلي le taux de chômage il reste stable ou لا كيهبط لنا une diminution qui est faible, d'accord? Donc, bien sûr, غادي نديرو هاد l'illustration, soit غادي نقولو bien sûr le taux de chômage a augmenté en 2013 par rapport à 2012, alors que la croissance s'est améliorée en passant de 3% à 4,7%. Alors, il y a les chiffres le graphique, d'accord? يعني واخا طلع لينا le taux de croissance économique من 3 à 4,7%, le taux de chômage زاد طلع. يعني كان normalement en 2012 9%, il a passé normalement à 9,2%. Ou bien, on a une autre illustration, on peut dire qu'un taux de croissance de 5% en 2015 ne s'est pas accompagné d'une baisse importante du taux de chômage qui est resté presque stable par rapport à 2014, soit 9,7% contre 9,9%. انتم الى رديتوا معايا البال ما بين 2014 entre 2014 et 2015 normalement كنشوفوا بلي لو taux de croissance طلع لينا بزاف يعني normalement من 2004 pardon 2,4% طلع لينا 5%. ولكن الا جينا شفنا en comparant هذاك le taux de chômage ما بين 2014 et 2015, on constate une faible diminution, d'accord? يلا دازنا من 9.9% ل 9.7%, d'accord? Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne normalement le deuxième document.
On passe au troisième document. La désinflation et la compétitivité de l'économie marocaine. D'accord? La politique monétaire et la compensation sont deux facteurs qui ont participé à assurer la désinflation, voire même la stabilité des prix au Maroc au cours des 10 dernières années. Sauf que cette situation n'a pas été d'un grand secours à la compétitivité. L'inflation a été contenue en moyenne sous le seuil de 2% entre 2005 et 2015. يعني في هذيك ما بين 2005 et 2015 ما كناش كنفوتوا 2% في le taux d'inflation. La seule année où l'inflation a marqué un saut significatif à 3,9% a été l'année de 2008. Mais cela s'explique simplement par le renchérissement des produits pétroliers et des matières premières agricoles. Donc, la hausse le taux d'inflation en 2008 ديال 3,9%, il s'explique normalement par le renchérissement des produits pétroliers et même des matières premières agricoles. En gros, au cours de la période 2005-2015, la politique monétaire cherchait à maintenir l'inflation à son niveau le plus bas pour assurer l'objectif de stabilité des prix. D'accord? Cependant, les entreprises exportatrices marocaines n'ont pas profité pleinement de cette politique de désinflation car cette période a été marquée ponctuellement par des augmentations du SMIC. Normalement, SMIC, c'est salaire minimum interprofessionnel garanti, et une hausse des prix des matières premières. Donc voilà, avec le tableau quand je fais le taux d'inflation, c'est-à-dire l'évolution du taux d'inflation au cours entre 2010 et 2015. Donc, on passe, commençons par la première question. Lisez la donnée soulignée du tableau. Voilà, du tableau. Normalement, revenons au tableau, on a la donnée soulignée, c'est 1,5. C'est le taux d'inflation de 2015. Donc voilà, on peut interpréter normalement cette donnée de la manière suivante. On va dire au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,5% en 2005 par rapport à 2014. D'accord? Voilà. Au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,5% en 2015 par rapport à 2014. Maintenant, pour la deuxième question. Définissez la désinflation et illustrez sur la base du tableau la désinflation. Donc, la désinflation, qu'est-ce que ça veut dire la désinflation? Comme vous savez, normalement, la désinflation, il désigne, ou bien il peut être défini par la baisse ou bien le ralentissement du taux d'inflation. Il faut bien sûr distinguer la désinflation de la déflation. La déflation, c'est la diminution générale des prix. D'accord? يعني فاش كيهبطوا عندنا les prix. يعني كتكون عندنا c'est le contraire de l'inflation. Mais la désinflation, راه لا كتكون باقا عندنا l'inflation mais كيكون عندنا un ralentissement في le taux d'inflation. En illustrant cette définition à travers normalement le tableau. Bien sûr, on va comparer le taux d'inflation de l'année 2013 et 2014. Voilà, on constate qu'il y a un ralentissement du taux d'inflation. Voilà, en 2013, normalement, le taux d'inflation est de 1,9% et en 2014, 0,4%. Voilà, là, on constate bien sûr un ralentissement du taux d'inflation. Donc, il s'agit de la désinflation. Donc, on va dire entre 2013 et 2014, le taux d'inflation est passé de 1,9% à 0,4%. Donc,
Passons à la troisième question. Expliquez un effet attendu de la désinflation au Maroc sur le commerce extérieur marocain. D'accord? Donc, pour cette question, pour cette explication, on peut dire que l'effet attendu de la, normalement, avec l'effet متوقع ولا منتظر, c'est-à-dire la désinflation au Maroc, d'accord? Yani son effet sur le commerce extérieur marocain. Donc, on peut dire que l'effet attendu de la désinflation est amélioré et l'amélioration du solde commercial global. يعني خاص نورمالمون تولي عندنا واحد l'amélioration في le solde commercial global. Ça veut dire grâce à la désinflation, normalement les prix restent maîtrisés. D'accord? Ce qui peut accroître la compétitivité des entreprises marocaines, des entreprises nationales. يعني حيت نورمالمون فاش كنقولوا لا ديزانفلاسيون يعني كان عندنا واحد لو رالونتيسمون le taux d'inflation. Donc, on constate qu'il y a que les prix normalement au niveau national sont maîtrisés, d'accord? Donc là, normalement, ça va augmenter la compétitivité ou bien accroître la compétitivité des entreprises nationales, aussi bien sur le marché extérieur. Pourquoi? Normalement, pour le marché extérieur, on va constater une promotion ou bien une augmentation des exportations. علاش حيت كيولي نورمالمون كنوليو حنايا normalement les entreprises nationales كيوليو plus compétitives par rapport sur le marché international. Que sur le marché intérieur, on va constater un freinage des importations. يعني حنايا غنوليو كنعتمدوا بزاف على l'industrie ou bien على كنشريو بزاف من عند les entreprises nationales par rapport à l'étranger. علاش حيت غيكونوا les prix هابطين par rapport l'étranger. D'accord? Donc voilà, on va dire l'effet attendu de la désinflation et l'amélioration du solde commercial global. Grâce à la désinflation, les prix restent maîtrisés, ce qui peut accroître la compétitivité des entreprises nationales, aussi bien sur le marché extérieur, à travers bien sûr la promotion, bien l'augmentation des exportations, que sur le marché intérieur, bien sûr, on va constater un freinage ou bien une diminution des importations. Maintenant, pour la dernière question, expliquer le passage en gras souligné. Voilà. Donc, revenons au document. Le passage en gras souligné, voilà. Cependant, les entreprises exportatrices marocaines n'ont pas profité pleinement de cette politique de désinflation. D'accord? Donc, qu'est-ce on peut dire bien sûr que malgré la désinflation et la stabilité des prix au Maroc, les entreprises nationales n'ont pas amélioré leur compétitivité prix pour promouvoir leurs exportations. يعني ما حاولوش يستغلوا normalement ويطوروا هذيك la compétitivité prix ديالهم pour encourager ou bien promouvoir leurs exportations. Cela est dû à quoi? À cause de quoi? Bien sûr, à cause de l'augmentation des coûts liés à la hausse des salaires et des prix des matières premières. Bien sûr, فاش كتكون عندنا la désinflation, bien sûr, راه غادي تكون عندنا واحد l'augmentation des salaires وعندنا une augmentation des prix des matières premières. Donc, هنايا les coûts راه بقاو طالعين لينا, d'accord? Donc, on va dire que malgré la désinflation et la stabilité des prix au Maroc, les entreprises nationales n'ont pas amélioré leur compétitivité prix pour promouvoir leur exportation à cause de l'augmentation des coûts liés à la hausse des salaires et des prix des matières premières. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Donc, on passe au quatrième document qui porte sur le déficit de
de liquidité bancaire. Donc, le déficit de liquidité bancaire s'allège. Au cours du quatrième trimestre de l'année 2015, les trésoreries bancaires ont poursuivi leur amélioration entamée depuis le deuxième trimestre. En effet, le déficit de liquidité des banques s'est allégé. En relation avec la poursuite de l'impact expansif sur la liquidité induit, particulièrement par les opérations en devises. Dans ce contexte, le volume des interventions de Banque el Maghreb, notamment à travers les avances à 7 jours sur appel d'offres, a diminué pour s'établir en moyenne à 9,4 milliards de dirhams par semaine au quatrième trimestre 2015 contre 21,9 milliards de dirhams au deuxième trimestre de la même année. Donc, avec les avances à 7 jours اللي كتعطي normalement Banque el Maghreb, هنايا كنلاحظوا باللي كانت عندنا une diminution le quatrième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Il est à noter que lors de son conseil du 22 décembre 2015, la BAM a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 2,5%, tenant compte d'une prévision d'inflation en ligne avec l'objectif de stabilité des prix et des incertitudes qui entourent les perspectives économiques au niveau national, mais également à l'échelle internationale. Donc, regardons avec le tableau donc, qui représente des données monétaires au Maroc en décembre 2015 en millions de dirhams. Donc, voilà les éléments. On a l'agrégat M1 dans la monnaie scripturale. Donc, attends, on a la valeur d'IL M1 ou la valeur de la monnaie scripturale. On a l'agrégat M2 et l'agrégat M3, les réserves internationales nettes, les créances sur l'économie et enfin les créances nettes sur l'administration centrale. Bien sûr, la troisième colonne, on a la variation, mais bien sûr, décembre 2015 et décembre 2014, de chaque élément. Passons aux questions. Donc, complétez l'annexe numéro 2, page numéro 6. Donc, voilà pour l'annexe numéro 2. Donc, complétez l'annexe en utilisant les expressions suivantes. La quantité de monnaie en circulation, compte à vue créditeur, pièces des billets, créances sur l'économie, la stabilité des prix et l'expression expansive. Donc, غنحاولوا نشوفوا حنايا هاد les expressions نديروهم في هاد le paragraphe, d'accord? Donc, la masse monétaire est principalement constituée. Je vais bien sûr quelle est l'expression convenable le document. Bien sûr, on va dire la masse monétaire est principalement constituée des pièces et des billets, d'accord? Des pièces et des billets. Et des comptes à vue créditeurs, d'accord? Et des comptes à vue créditeurs. La politique monétaire est d'abord utilisée en vue d'assurer. D'assurer quoi? Quel est l'objectif de la politique monétaire? Parmi les expressions, finalement, l'objectif de la politique monétaire, normalement, c'est la stabilité des prix. Donc, on va dire la politique monétaire est d'abord utilisée en vue d'assurer la stabilité des prix. Ensuite, la lutte contre l'inflation se fait en contrôlant quoi? Normalement, pour lutter contre l'inflation, qu'est-ce qu'on contrôle? Normalement, on contrôle la quantité de monnaie en circulation. Pourquoi? Rappelons que selon les monétaristes, plus que la masse monétaire ou bien la quantité de monnaie en circulation est plus élevée, normalement, plus le taux d'inflation qui est natal. D'accord? Ça, normalement, crée des tensions inflationnistes. En maîtrisant principalement
l'évolution des créances sur l'économie. D'accord? Donc, l'expression convenable, il y a pourquoi, bien sûr, quand on dit que la lutte contre l'inflation, quand on bien sûr en contrôlant la quantité de monnaie en circulation par la maîtrise principalement de ou bien de l'évolution des créances sur l'économie. Ensuite, de même, une politique monétaire expansive, bien sûr, la politique monétaire expansive qui vise à relancer la croissance économique par l'injection de liquidités dans l'économie. D'accord? Donc voilà. La masse monétaire est principalement constituée des pièces et des billets et des comptes à vue créditeurs. La politique monétaire est d'abord utilisée en vue d'assurer la stabilité des prix. La lutte contre l'inflation se fait en contrôlant la quantité de monnaie en circulation par la maîtrise principalement de l'évolution des créances sur l'économie. De même, une politique monétaire expansive vise à relancer la croissance économique par l'injection de l'économie. Donc, passons à la deuxième question. Calculer la part en pourcentage de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire en décembre 2015. Donc, rappelons, normalement, la monnaie fiduciaire, في كنحسبوها normalement كتكون عندنا في l'agrégat M1. L'agrégat M1 est égal à la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. D'accord? حنا بغينا نشوفوا la part en pourcentage. ما يمكنش نلقاو la part en pourcentage وحنا ما عندناش la valeur de la monnaie fiduciaire. D'accord? Donc, شوفوا معايا في le tableau, عندنا l'agrégat M1. L'agrégat M1, le montant dialogue est égal 705 932. Donc, la monnaie scripturale est égale 513 642. D'accord? Donc, bien sûr, M1 est égal la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Et nous la valeur de M1, de l'agrégat M1, et nous la valeur de la monnaie scripturale. Donc, dans cette l'équation, je l'aurais bien sûr, la monnaie fiduciaire. Donc, voilà. M1 est égal la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Donc, la monnaie fiduciaire est égale M1 moins la monnaie scripturale. On va faire juste une application numérique. Donc, la monnaie fiduciaire est égale 192 290 millions de dirhams. D'accord? Gna millions, bien sûr, hence, le tableau, a donné les valeurs en millions de dirhams. D'accord? Maintenant, on doit calculer maintenant la part en pourcentage de la monnaie. Voilà. Ce qui est demandé, c'est de calculer la part en pourcentage de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire en décembre 2015. Je connais la masse monétaire. On parle de l'agrégat M3. D'accord? Donc, il a pris la part en pourcentage. On le tableau. On a l'agrégat M1 ou la valeur de l'agrégat M2 ou la valeur de l'agrégat M3. M3 est égal à 1 148 532 millions de dirhams. Donc, on a la part de la monnaie fiduciaire de la masse monétaire. Que représente, d'accord? Donc, on va bien sûr la calculer de la manière suivante. Donc, la part en pourcentage de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire est égale la monnaie fiduciaire sur la masse monétaire fois 100. D'accord? Donc, c'est 192 290 sur 1 148 532 fois 100. Donc, il représente, donc la masse monétaire fiduciaire, la monnaie fiduciaire représente
16,74% dans la masse monétaire en 2015. D'accord? En décembre 2015. Maintenant, passons à la troisième question. La troisième question, expliquez sur la base du tableau l'évolution de la masse monétaire en décembre 2015 par rapport à décembre 2014. Donc, je vous bien sûr l'évolution de la masse monétaire en 2015 par rapport à 2014. Donc, نشوفوا في le tableau. On a la masse monétaire كيف قلت لكم يعني l'agrégat M3. L'agrégat la variation en pourcentage, il représente 5,7%. Puisque on a le montant positif, donc il s'agit d'une augmentation. Quand on a négatif, on a une diminution. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La masse monétaire a augmenté de 5,7% en décembre 2015 par rapport à la même période 2014. Cette évolution, elle s'explique, expliquer, d'accord? Donc, cette évolution, normalement, s'explique par quoi? Il s'explique par l'augmentation des contreparties de la masse monétaire. Quelles sont tout d'abord les contreparties de la masse monétaire? Les contreparties de la masse monétaire sont en nombre de 3. On a les réserves internationales nettes, on a la création sur les créances sur l'économie et on a les créances nettes sur l'administration centrale. D'accord? Donc pour la création, donc cette évolution pour cette augmentation, elle s'explique par l'augmentation des contreparties de la masse monétaire, principalement les réserves nettes internationales. غتشوفوا في le tableau عندكم il représente 23,5%, يعني طلعوا لنا 23,5% en 2015 par rapport à 2014, suivi bien sûr par les créances nettes sur l'administration centrale, ça هما طلعوا لنا bien sûr de 2,4% en 2015 par rapport à 2014 et les créances sur l'économie ont augmenté de 1,7%. Donc, on va dire que la masse monétaire a augmenté de 5,7% en décembre 2015 par rapport à la même période 2014. Cette évolution s'explique par l'augmentation des contreparties de la masse monétaire, principalement les réserves nettes internationales, plus de 23%, suivi des créances nettes sur l'administration centrale, 2,4%, et de celles, c'est-à-dire les créances sur l'économie de 1,7%. Maintenant, passons à la quatrième question. Caractériser la politique monétaire de la BAM, de Banque Maghreb, au quatrième trimestre 2015 en complétant l'annexe numéro 3, page numéro 6. Donc, passons à l'annexe numéro 3. Voilà, donc on va relever une action de politique monétaire de la BAM, le dernier trimestre de 2015, un objectif intermédiaire et un objectif final. D'accord? Donc, revenons au document. Donc, pour l'action de la politique monétaire, شنو هي l'action اللي دارت بنك المغرب pour atteindre la stabilité normalement des prix. Donc, dans ce contexte, le volume des interventions de Banque Maghreb, notamment à travers les avances à 7 jours sur appel d'offres, a diminué pour s'établir en moyenne à 9,4 milliards de dirhams par semaine au quatrième trimestre 2015 contre le deuxième trimestre, soit 21,9 milliards de dirhams. Donc, on peut dire que l'action de la politique monétaire normalement la Banque centrale ou bien Banque Maghreb, c'est l'injection hebdomadaire
de liquidité à travers les avances à 7 jours d'un montant de 9,4 milliards de dirhams. D'accord? On a également, normalement, on a également une autre action. Le document. La BAM a décidé, c'est-à-dire, il est à noter que lors de son conseil du 22 décembre 2015, la BAM a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 2,5%. Il y a deux actions. Bien sûr, une seule action. Une seule action. Donc, je vais dire. Voilà. Donc, une action de politique monétaire. Il y a une injection hebdomadaire de liquidité à travers les avances à 7 jours d'un montant de 9,4 milliards de dirhams. Ou bien, on peut dire le maintien du taux de directeur à 2,5%. Les deux réponses sont correctes. Maintenant, relever un objectif intermédiaire. C'est quoi l'objectif intermédiaire de la Banque centrale? Donc, les objectifs intermédiaires, normalement, en général, une politique monétaire, on a trois objectifs intermédiaires. Soit l'augmentation de la masse monétaire, diminution, le contrôle de la masse monétaire, la diminution du taux, ou bien, soit la diminution, ou bien l'augmentation du taux d'intérêt. Et on a bien sûr le troisième objectif, c'est le taux de change, c'est-à-dire l'évolution du taux de change. Donc, au niveau de notre document, on a le contrôle, c'est l'objectif intermédiaire, c'est de contrôler l'évolution de la masse monétaire. D'accord? Maintenant, pour l'objectif final, bien sûr, l'objectif final, c'est de relancer l'activité économique. D'accord? Voilà, donc, relancer la croissance économique. C'est l'objectif final de Banque Maghreb, ou bien de cette politique monétaire. Très bien. Ou bien on peut dire soit la relance de la croissance économique, ou bien on peut dire la stabilité des prix, c'est-à-dire crainte de déflation. Et pour l'objectif intermédiaire, on peut dire soit le contrôle de l'évolution de la politique monétaire, ou bien lutter contre la sous-liquidité, ou bien la maîtrise du taux d'intérêt débiteur. D'accord? Ce sont des objectifs qui sont dans le document, mais vous pouvez relever juste un seul objectif. Maintenant, pour pour la dernière question du document 4, expliquer l'impact éventuel de l'amélioration de la liquidité des banques sur la croissance économique au Maroc. Donc, pour l'impact éventuel de l'amélioration de la liquidité de banque, normalement, il engendre l'augmentation de liquidité, il engendre une baisse des taux d'intérêt débiteurs, d'accord? Bien sûr, cela va encourager l'octroi des crédits ou bien la distribution des crédits. La distribution, bien l'octroi des crédits augmente, cela, bien évidemment, va relancer ou bien augmenter la demande globale, c'est-à-dire la consommation et l'investissement. Ou bien sûr, la consommation ou bien la demande en général, la production, la production, c'est automatiquement la croissance économique va augmenter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc voilà, l'amélioration de la liquidité des banques peut engendrer une baisse des taux d'intérêt débiteurs, ce qui va favoriser la distribution des crédits et la relance de la demande globale, consommation et investissement. Cela est susceptible d'encourager les entreprises à accroître leur production et partant l'augmentation, bien sûr, l'augmentation de la croissance économique. Donc, cela, bien évidemment, il va engendrer une augmentation du taux de croissance économique. Voilà maintenant pour le cinquième document.
les ressources et dépenses budgétaires ordinaires proches de l'équilibre. Donc, en 2015, pour la première fois depuis plusieurs années, l'intégralité des dépenses ordinaires ont été quasiment couvertes par les recettes ordinaires. Donc, le solde ordinaire fait ressortir un léger déficit de 5 millions de dirhams contre 16 milliards de dirhams en 2014. La masse salariale, les dépenses du matériel et les services de la dette qui restent orientés toujours vers la hausse ont représenté plus de 71,8% du budget, aussi pour financer les dépenses d'investissement dont le montant s'est élevé à 55,5 milliards de dirhams contre 51,6 milliards de dirhams en 2014. L'État a eu recours à l'emprunt principalement intérieur, c'est-à-dire l'emprunt intérieur, au risque de limiter les sources de financement de l'investissement privé. D'accord? Mais bien que les charges de compensation soient contractées de moitié pour se situer à 21 milliards de dirhams contre 37,2 milliards de dirhams en 2014, le déficit budgétaire a atteint 4,6% du PIB, soit 46,2 milliards de dirhams contre 48 milliards de dirhams en 2014. Les charges en intérêt se sont établies à 26 milliards de dirhams. D'accord? Maintenant, dégager en justifiant une limite de la politique budgétaire. Donc, d'après ce document, on doit dégager une limite de politique budgétaire. Donc, comme vous savez, parmi les limites de la politique budgétaire, on a l'effet d'éviction. D'accord? Parmi les limites de la politique budgétaire, on a l'effet d'éviction ou bien l'emprunt qui est normalement une source d'effet d'éviction. Donc, parmi les limites, on a l'emprunt. Donc, en général, rappelons, le recours à l'emprunt, normalement, il peut entraîner un effet d'éviction, c'est-à-dire le rationnement de la demande de capitaux des agents privés sur le marché financier du fait de la présence de l'État. Normalement, du fait de l'attractivité des placements proposés par l'État, c'est-à-dire les titres comme des bons de trésor, on assiste d'une mobilité de l'épargne nationale et internationale au détriment de l'investissement productif, bien sûr, et donc de la croissance. Lorsqu'on parle de l'investissement productif, l'investissement productif, là, on parle bien sûr de l'investissement privé. D'où une éviction de l'investissement privé pour financer des dépenses publiques. يعني كانوا اللي كنديروا حنايا l'investissement public au détriment de l'investissement privé, d'accord? Donc, l'éviction, normalement, en général, l'effet d'éviction, ou bien l'éviction s'appuie sur deux mécanismes. Lesquels? On a tout d'abord un effet quantité. L'effet quantité, c'est que, normalement, l'État est un acteur puissant qui offre des garanties. Il sera donc servi en priorité par les prêteurs, ce qui réduit d'autant la quantité des capitaux disponibles pour les autres emprunteurs. يعني هي نورمالمون بحال كتولي كتجمع ديك لا ليكيديتي اللي كاينه سور لو مارشي وكتولي هي كتانفيستي بها ولكن اش كاين شنو هو البروبليم اللي كيوقع لنا كتولي عندنا واحد لانسوفيزونس دو لا ليكيديتي سور لو مارشي بانكير. On a un autre effet ou bien le deuxième mécanisme, c'est un effet prix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'augmentation de la demande des capitaux sur le marché financier, les investisseurs privés et l'État, face à une offre inchangée, conduit à une hausse des prix de capitaux. يعني فاش كنقولوا la hausse de prix de capitaux, quel est normalement le prix du capital? هو le taux d'intérêt. يعني on va assister à une hausse du taux d'intérêt. Donc, les capitaux deviennent ainsi plus coûteux pour les emprunteurs privés. D'accord?
Donc, en général, cet effet d'éviction peut entraîner une baisse de l'investissement privé et freiner l'effet de la relance ou bien de relance impulsée par la politique budgétaire. Donc, il y a la limite, normalement, il y a une de documents. La limite, il y a l'emprunt, donc on assiste à l'effet d'éviction. Donc, la réponse, une limite de la politique budgétaire, c'est l'effet d'éviction. Et la justification, le texte, la suivante. Pour financer le déficit budgétaire, l'État a eu recours à l'emprunt, principalement intérieur. يعني voilà, علاش قلنا حنا l'effet d'éviction حيت كنهضروا plutôt على l'emprunt intérieur. Au risque de limiter les sources de financement de l'investissement privé. Voilà, يعني كنولي هذاك l'effet d'éviction كيولي داك l'emprunt ou bien داك l'emprunt اللي كتاخذ l'État pour financer le déficit budgétaire qui est au détriment de financement de l'investissement, des sources de financement de l'investissement privé. La deuxième question, relever un facteur explicatif de l'amélioration du solde ordinaire en 2015. Donc, pour le facteur explicatif, donc, on a l'amélioration du solde ordinaire en 2015 s'explique par la baisse des charges de compensation, soit 21 milliards de dirhams en 2015 contre 37,2 milliards de dirhams en 2014. D'accord? Donc voilà, c'est ça le facteur explicatif de l'amélioration du solde ordinaire en 2015. Donc voilà, l'amélioration du solde ordinaire en 2015 s'explique par la baisse des charges de compensation, soit 21 milliards de dirhams en 2015 contre 37,2 milliards de dirhams en 2014. Maintenant, pour la troisième question, dégager deux avantages éventuels de l'amélioration du solde ordinaire. يعني غنجبدو حنايا من le document واحد deux avantages ديال l'amélioration تاع le solde ordinaire. Donc les deux avantages, on peut dire soit on a bien sûr on constate une baisse de l'endettement de l'État. يعني فاش كيهبط عندنا فاش كتكون عندنا la baisse ديال l'endettement de l'État, ça bien sûr il favorise هذاك l'amélioration du solde ordinaire. On a la relance de l'investissement public. Bien sûr la relance de l'investissement public. On a bien sûr un autre avantage, la baisse du déficit budgétaire. يعني تديك la baisse du déficit budgétaire constitue un avantage de l'amélioration du solde ordinaire. Donc on a dans le document trois avantages. Bien sûr, on va citer juste deux avantages. Soit, bien sûr, deux avantages éventuels de l'amélioration du solde ordinaire sont les suivants. La baisse de l'endettement de l'État et la baisse du déficit budgétaire. D'accord? Et voilà la dernière question. Montrer que l'augmentation des dépenses d'investissement public favorise la croissance économique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'augmentation de la dépense de l'investissement ou bien des dépenses de l'investissement public peut générer, sous l'effet multiplicateur, un revenu national additionnel qui lui est supérieur, qui stimule la demande globale. Et bien sûr, فاش كيطلع لينا حنايا l'investissement public, le revenu national غيطلع, d'accord? Que ce qui stimule la demande globale. Ou فاش كنهضروا على la demande globale, normalement on parle de l'investissement et de la consommation, d'accord? L'investissement privé. Et partant la production, bien sûr فاش كتطلع لينا la consommation ولا فاش كتطلع لينا la demande. إلا طلعت لينا la demande, automatiquement l'investissement غيطلع ou la production غتطلع. D'accord? Bien sûr, فاش كيطلع لنا l'investissement ou la consommation, bien la demande en général, la production كتطلع. وفاش كتطلع لنا la production, ça bien sûr génère une augmentation ou bien ça entraîne une augmentation de la croissance économique. D'accord? Donc, on va dire que l'augmentation de la dépense d'investissement public peut générer sous l'effet multiplicateur
le revenu, un revenu national additionnel, يعني زايد, qui lui est supérieur. Ce qui stimule la demande globale, c'est-à-dire l'investissement et la consommation. Et bien sûr, cela va entraîner une augmentation de la production et donc plus de croissance économique. D'accord? Donc voilà. Euh, donc notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Donc j'attends toujours vos questions. D'accord. Merci à vous. Donc merci beaucoup. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage.